Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. 3 ans après la mort de l'étudiant Bassirou Faye, sa famille réclame le versement des dommages et intérêts octroyés par la justice. Sécurité renforcée à la Somone, zone touristique du département de Mbour. Les attaques terroristes au Burkina Faso ont poussé la gendarmerie nationale à renforcer son dispositif sécuritaire. À Saint-Louis, où l'on s'apprête à célébrer la fête du 15 août, les forces de sécurité sont en alerte. D'un autre côté, les hôtels de la vieille ville n'ont pas affiché les pleins. Situation difficile pour les maîtres et professeurs contractuels. Ils n'ont pas perçu encore leur salaire du mois dernier. Le CELS authentique alerte et demande la revalorisation de l'avance Tabaski. Et puis, élection législative du 30 juillet dernier, les résultats officiels attendus cet après-midi à 16h. Les titres de l'actualité internationale avec vous. Sornana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Nous allons parler de l'attentat qui a frappé la capitale burkinabé hier nuit. Bilan provisoire, 18 morts, 8 blessés. Les 2 assaillants ont également été abattus vers 5h du matin et une enquête a été ouverte. Cette attaque rappelle à quel point les capitales ouest-africaines sont exposées à la menace terroriste. Au Mali, les chefs religieux et traditionnels demandent plus de temps au président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta les a reçus dans le cadre des consultations pour le référendum constitutionnel. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. Les titres sport. Basketball, doute sur la participation de Khan D'Almeida à l'Afro-Basket. La nouvelle est du sélectionneur espagnol des Lions. Paul Ferrier fit sa rencontre la presse depuis 11h ce matin. Football, élu président de la fédération pour un 3e mandat, Maître Augustin Senghor, invité à travailler pour un développement du football à tous les étages. L'appel est de Saliou Samb, président du Stade de Mbour et directeur de campagne de Mbaye Diouf Dia. Basketball au niveau local, délocalisation des finales à Thiès. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de basket s'insurge. Baba Tandia estime que c'est un choix qui n'était pas judiciaire. Aujourd'hui, point de vue sur la récurrence des attaques terroristes dans la sous-région ouest-africaine. Prétexte, l'attaque de Ouagadougou hier. Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cela fait 3 ans quand l'étudiant Bassirou Faye tombé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar après avoir été atteint par balle. Aujourd'hui, ses camarades se souviennent de lui à travers des récitals de Coran. Sa famille, qui a assisté ce matin à la cérémonie, réclame le versement des dommages et intérêts octroyés par la justice lors d'un procès. Mohamed Ali Mouba. Au milieu de quelques nattes étalées à même le sol, on envoie prier et psalmodie au ciel. Parents, amis, camarades, tous en cœur pour le repos de l'âme de Bassirou Faye. Les camarades de Bassirou Faye, ce sont tout d'abord les étudiants de la faculté des sciences et techniques. Ils étaient là. Le défunt y suivait des cours jusqu'au jour du drame. Son camarade de faculté n'a pas oublié. C'est cher Mansour Thiam, le président de la commission sociale de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences et techniques, FST. Donc aujourd'hui, nous sommes là uniquement pour commémorer le décès de notre cher Bassirou Faye. Il était un étudiant à la FST, donc vu son engagement dans le milieu syndical, il se battait aussi pour la cause estudiantine. Donc nous sommes tous unis actuellement, tous essaient de rafraîchir la mémoire des étudiants. La famille de Bassirou Faye est venue de Diourbel, représentée par Sebel Faye. 3 ans après, il ne décolère pas et pour cause. Normalement, à ce moment où vraiment je vous parle, la famille devrait être indemnisée, mais tel n'est pas le cas. On se demande maintenant pourquoi. Les blessés, eux aussi, ont profité de cette commémoration pour se rappeler au bon souvenir des Sénégalais. Lors de la fabrication en France, il y avait pas
pas mal de problèmes. Si l'œil est perdu, on a mis des matériaux là-dedans. Vraiment, je ne peux rien faire. Et je dois retourner me soigner après. 3 ans après la mort de Bassirou Faye, la justice est passée. Le principal coupable envoyé en prison pour 20 ans. Mais les avocats de Bougalep ont interjeté appel. Le dossier suit son cours. Les responsables de Sénégal Air contestent les conclusions de l'enquête technique sur le crash dans des appareils de la compagnie en 2015. Conclusion en exclusivité dans la livraison du jour de l'Observateur. Et d'après les responsables de Sénégal Air, leur avion respectait toutes les normes de navigabilité. Ils disent attendre toujours le rapport définitif de l'enquête. El Hadj Ndiogoudine. C'est avec surprise et étonnement que les responsables de la compagnie Sénégal Air disent avoir appris à travers la presse les conclusions de l'enquête du BA, Bureau d'enquête et d'analyse, sur l'accident de leur appareil HS 125-700. Charles Gérard est le directeur général adjoint de Sénégal Air. Je suis tout à fait très surpris de voir que vous avez le rapport du BA alors que nous, on ne l'a pas reçu. Donc comprenez que pour l'heure, longtemps qu'on n'a pas reçu le rapport, on ne peut pas s'étaler sur beaucoup de choses. Moi, je ne peux que me baser sur ce que le BA va me remettre. Et à ce moment, avec le BA, on pourra communiquer et faire les échanges techniques nécessaires pour faire jaillir la vérité. À cette précision faite, ils ajoutent qu'aucune défaillance technique ne peut leur être imputée parce que leur avion était en règle. Dans un avion, d'abord, il y a 3 altimètres. Donc, il serait un comble que les 3 tombent en même temps en panne. Il n'y a pas eu de manquement parce qu'un avion ici au Sénégal ne peut pas voler sans que la NACIM donne son feu vert. C'est pas un cas rapide. Ici, un aéronef ne vole qu'après certification comme quoi il peut voler. Nous, les principaux concernés n'ont même pas reçu le rapport du BA. Notre avion était en état de marche. Pour le directeur général adjoint de Sénégal Air, ils n'accepteront pas d'être des boucs émissaires dans cette affaire. Pour rappel, 7 personnes ont perdu la vie dans le crash de l'avion de Sénégal Air suite à un abordage avec un Boeing de la compagnie équato-guinéenne Seiba. C'était le 5 septembre 2015 au large des côtes sénégalaises. L'avion, qui avait quitté Ouagadougou à destination de Dakar pour un vol médical, est resté introuvable depuis sa disparition. Dans cette affaire, les familles des victimes ne peuvent pas porter plainte contre l'État du Sénégal, mais plutôt contre la compagnie aérienne Sénégal Air. Là-dessus, les explications de Maître Mbaïdien, il est joint par El Hadj Daouda Diouf. C'est en principe une société privée. Donc les victimes vont porter plainte contre cette société. Maintenant, cette société a certainement une compagnie d'assurance derrière elle. Et donc les victimes pourront porter plainte contre la société sénégalaise qui fera appel de ses assureurs ou bien contre les deux en même temps. Donc c'est une option qui leur est ouverte. Mais en tout état de cause, l'État du Sénégal n'étant pas propriétaire de cette société, on ne peut pas diriger la plainte contre l'État. Il est 12h07, vous suivez le grand journal. RFM 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Depuis quelque temps, c'était un dispositif sécuritaire léger autour des hôtels et autres restaurants de la semaine. Mais avec l'attaque terroriste d'hier à Ouagadougou au Burkina Faso, c'est plus de vigilance qui a été notée dans cette zone qui reçoit beaucoup de touristes. C'est ainsi que la gendarmerie et autres agents de sécurité ont redoublé de vigilance. Les touristes qui fréquentent cette station balnéaire disent n'avoir pas peur, même s'ils pensent à ce qui s'est passé à Ouaga. Mbour Abdourahmane Diallo. Au lendemain de l'attaque terroriste de Burkina Faso, le dispositif sécuritaire est renforcé à la station balnéaire. Les forces de l'ordre sont visibles partout, le contrôle est strict. Alaykoum salam. Chef, ça va bien. Une Française allongée à côté de la plage de Somone avec ses 2 enfants, elle est en vacances. Elle ne veut pas penser au terrorisme. Surveiller mes enfants dans l'eau et voilà, je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. Mais je ne vais pas répondre à ça, sincèrement, je suis en vacances, je ne suis pas là pour penser à ce genre de truc. Non loin de cette plage, un hôtel. Ici aussi, le dispositif sécuritaire est renforcé. Sur la route, nous avons rencontré 3 Français qui se promènent. L'un d'eux pense certes au terrorisme, mais il n'a pas peur pour sa sécurité. Non, regardez, on est dehors. Donc si on doit avoir peur à chaque fois de tout ce qui se passe, on sort plus et on vient profiter quand même du Sénégal. On y pense, mais on peut pas faire contre, alors on fait avec, c'est tout. Vous n'avez pas aussi peur? Non. Mais ce qui est sûr et certain est que la sécurité est renforcée entre Sali, Ngaparou et Somone. RFM Bourg,
Abdourahmane Diallo. Reportage à la Somone. Saint-Louis, qui sera en fête demain 15 août, n'a pas également lésiné sur les moyens sécuritaires. Dans la ville tricentenaire, les forces de l'ordre effectuent des patrouilles. Par ailleurs, chez les hôteliers, on est loin de faire le plein. Les restaurateurs de l'hydrobase, eux aussi, ont quelques soucis. Saint-Louis Mohamed Nabissila. Loin des effervescences enregistrées les années passées, la fête du 15 août se passe sous haute surveillance des forces de sécurité et de défense avec des contrôles de personnes et des véhicules. Le manque d'affluence est perceptible avec les hôteliers qui n'ont pas reçu beaucoup de réservations. Le taux d'occupation est toujours linéaire, tendant vers le bas. Comme par le passé, il y avait entre la période du 13 au 17 août, souvent un regain d'activité. Mais cette année, cela n'est pas le cas. Ça n'a rien à voir avec les périodes face où on faisait 100% pendant la semaine, avec une pointe entre le 13 et le 15 août. Et Albouri Ndiaye, professionnel du tourisme et directeur d'hôtel, indique que la période reste très difficile. Là, il n'y a aucun impact de cet événement-là sur le cahier de commande, comme je venais de le dire tout à l'heure. Donc le taux d'occupation tourne aux environs de 30%, ce qui est particulièrement bas pour cette période. À côté des restaurateurs installés à l'hydrobase, avec l'appui de l'Agence nationale des affaires maritimes, la désolation est exprimée par Abdourahmane Ba, car ils ne veulent pas que les forces de sécurité vident leur clientèle à partir de 18h. Moi, on fait appel au préfet et au gouverneur de nous accompagner pour que cette fête-là soit belle. De rester les jeunes et participer vraiment, y rester jusqu'à d'avoir envie de quitter. Mais on peut interdire les baignades nuit, et là, on est d'accord avec eux sur ce. On n'investit pas pour en quelque sorte de perdre en faim. C'est pas intéressant. Toutefois, des concerts et autres événements sont organisés pendant cette période des vacances. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. 12h11, les maîtres et professeurs contractuels n'ont pas jusqu'à présent perçu leur salaire du mois de juillet. Une situation que dénonce le secrétaire général du CELS authentique. Abdou Fati interpelle les autorités. Il demande par ailleurs que l'avance Tabaski, qui est de 50 000 francs CFA, soit revue à la hausse jusqu'à 100 000 francs CFA. Abdou Fati avec El Hadj Ndiogoudien. Nos camarades TCMC, ils sont plus de 30 000 dans le système. Que l'État prenne ses responsabilités, parce que nous constaterons, si c'est fait, que le pacte est déstabilisé, que le pacte tacite qu'on a eu à gérer, à avoir avec l'État du Sénégal a été violé par les autorités. Et nous prendrons toutes nos responsabilités juste au début de l'année. Nous profitons de cette occasion également pour demander que cette somme ridicule d'avance Tabaski octroyée aux fonctionnaires du Sénégal soit augmentée à hauteur de au moins à 100 000 francs. Dans toutes les entreprises aussi au Sénégal, les entreprises privées, les petites entreprises, 50 000 francs, c'est dépassé. Nous sommes au 21e siècle, il y a plus de moutons de 50 000 francs. Donc, puisqu'ils nous prêtent de l'argent, nous pensons qu'il est temps, dans le cadre de la revalorisation de la fonction des agents du Sénégal et de la dimension sociale de leur gestion, qu'on puisse penser à rehausser vraiment l'avance Tabaski au moins à 100 000 francs. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants en Master 2 attendent le paiement de leur bourse. Si cela n'est pas fait d'ici une semaine par la direction des bourses, les ayants droit vont perturber le déroulement des examens de fin d'année. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Compte rendu, Maïmouna Mbakesseya. Ils sont une trentaine à se regrouper devant le hall du pavillon A de l'université Cheikh Anta Diop UCAD. Ils représentent les étudiants en Master 2 de toutes les facultés de l'institution. John Batch, étudiant en Master 2 au département d'Histoire, explique leurs revendications. D'habitude, les étudiants de Master 2 bénéficiaient d'une subvention de mémoire que l'on paie chaque année avec les rappels de vacances. Mais cette année, on a constaté que la direction des bourses a refusé de payer cette subvention, qui n'est qu'un accompagnement qui permet à ces chercheurs juniors de faire très bien leur travail. Après ce constat, nous nous sommes rendus à la direction des bourses pour avoir des informations. Ils nous ont fait signifier qu'ils n'ont pas reçu de liste par rapport aux étudiants de Master 2. Le porte-parole du jour soutient que l'alibi de la direction des bourses ne convainc personne. Ils nous ont ensuite dit qu'il y a des étudiants qui sont en Master 2 et qui n'ont pas de sujet. Ce qui est totalement faux. Un étudiant ne peut pas être en Master 2 et ne pas disposer de sujet, parce que c'est un préalable. En M1, vous avez un sujet de recherche qui vous permet de rédiger un rapport que vous allez soumettre à votre encadreur. Vous ne pouvez pas aller en M2
sans pour autant valider ce rapport. Les étudiants donnent à la direction des bourses un délai d'1 semaine pour s'exécuter. S'ils ne payent pas les subventions, nous allons perturber l'ensemble des examens qui se déroulent présentement à l'Université Anta Diop de Dakar. Nous leur donnons 1 semaine. À partir du 30 août, le campus va fermer ses portes. Les subventions de mémoire ont pour objectif d'aider les étudiants à faire face aux recherches universitaires, enquêtes, mémoires et autres documentations. De ce fait, les étudiants soutiennent qu'ils ne resteront pas les bras croisés. Ils vont revendiquer leur subvention qui est pour eux un droit. Tout autre chose. À Ziguinchor, le marché n'est pas bien approvisionné en oignons alors que la fête de Tabaski arrive. La conséquence est que le produit coûte cher en ce moment et le consommateur ne fait que subir. Du côté du service régional du commerce, on confirme cette situation due à la baisse du niveau de stock. Correspondance Lamine Ba. La sérénité n'est pas de mise chez les consommateurs de la capitale du Sud à seulement un peu plus de 15 jours de la célébration de la Tabaski. L'oignon, qui se trouve être l'une des denrées les plus prisées durant cette fête, est de plus en plus rare sur le marché depuis quelques jours. Conséquence, le prix du produit a connu une flambée. Le kilogramme est échangé à 600 francs et plus. Le chef du service régional du commerce confirme cette flambée du prix du kilogramme et l'explique. Maktar Samb. Effectivement, on a constaté sur le marché une hausse du prix de l'oignon. Cette hausse est due à une baisse du niveau des stocks. Il y avait seulement sur le marché que la production locale. Aujourd'hui, le niveau de cette production locale-là a considérablement baissé, ce qui a entraîné une hausse des prix. Cette situation-là. Des solutions urgentes sont en train d'être planifiées, assure le commissaire aux enquêtes économiques, qui annonce par ailleurs que les prix des autres denrées, eux, sont par contre stabilisés. Nous avons fait des rapports que nous avons envoyés à nos supérieurs qui sont à Dakar pour leur aider à prendre les décisions idoines pour lever ces difficultés. Pour les autres denrées de consommation courante, il n'y a pas de fait majeur ou de fait marquant. On a constaté une stabilité des prix et le marché est bien approvisionné. On a ciblé un certain nombre de produits que nous suivons. Donc pour ces produits-là, les prix sont stables et le marché est bien approvisionné. La flambée du prix de l'oignon du fait de sa rareté sur le marché, la situation inquiète les consommateurs qui redoutent que cela ne s'étende aux autres denrées de forte consommation durant la Tabaski qui se célèbre dans moins de 3 semaines. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La Tabaski, c'est dans 2 semaines et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas encore l'effervescence normale parce qu'il y a la conjoncture, comme le soutiennent d'ailleurs certains. Et pour les vendeurs de moutons, l'on ne se plaint pas, même si l'on note peu de clients. Reportage Adama Anouchkaba. Seydou et Abdoulaye, 2 pères de famille visiblement inquiétés par la fête du Tabaski, ils en parlent en marchant. Selon Seydou, l'événement a été noyé par les législatives. Les autorités, au lieu de se focaliser sur la Tabaski, ils étaient tous en campagne électorale. On n'a pas senti vraiment les moutons. Ça va être cher. Ça va être très cher. Avec la conjoncture, il faut faire du takalé. Abdoulaye, lui, vêtu d'un boubou blanc, peine à joindre les 2 bouts. Rien ne bouge encore de son côté. Les temps sont très durs. Il n'y a pas d'argent. Personne ne parle de la fête. Je suis à la retraite et moi je compte sur ma pension pour acheter un mouton. Si la conjoncture retient ses pères de famille, chez certains vendeurs de moutons, c'est déjà l'affluence. Doudou tient sa bergerie à la zone B. Son commerce marche déjà. Les clients viennent actuellement. Peut-être que c'était à cause des élections, mais là, ça va. Ils seront encore plus nombreux à 1 semaine de la fête. Près de 15 jours avant la fête de la Tabaski, peut-être que les femmes s'activent plus pour l'événement, mais pour ces pères de famille, trouver un mouton reste leur seule et unique priorité. En plus bref, élection législative du 30 juillet dernier, les résultats officiels sont attendus cet après-midi à 16h. Résultats donc qui seront publiés par le Conseil constitutionnel. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue sur Nana Tambaye. Merci Antoine. Le Burkina Faso d'abord. Nous faisons le point quelques heures après le terrible attentat survenu à Ouagadougou. Les 2 auteurs de l'attaque qui s'étaient retranchés dans le restaurant ont été abattus. Donc à ce stade, on compte 20 morts, les terroristes et leurs 18 victimes. D'après le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, les forces de sécurité effectuent des fouilles dans le quartier où l'attaque s'est produite. Il n'y a pas encore de revendication. Une enquête a été ouverte et on travaille à l'identification
l'identification des victimes. Ce nouvel attentat démontre que les capitales ouest-africaines sont plus que jamais exposées. Le Burkina s'est beaucoup impliqué ces derniers mois dans la lutte contre le terrorisme, surtout avec la création de la force G5 Sahel. Écoutons l'analyse de Serge Daniel, correspondant de RFI à Ouagadougou et spécialiste des questions liées au terrorisme. Vous savez, dans la rhétorique djihadiste, il est dit à un moment, nous irons chercher l'ennemi où il est et au moment où il ne s'attient pas. Voilà. Donc le Burkina, il ne faut pas oublier, vous avez des troupes françaises qui sont au Burkina, on n'en parle pas beaucoup. Le Burkina est quand même dans le G5, il ne faut pas l'oublier. Il y a des actions des troupes burkinabées à la frontière malienne, mais de l'autre côté, vous avez au sein de la mission de l'ONU au Mali un contingent burkinabé qui est très efficace. Donc il est évident que ce sont des cibles de djihadistes. Avant Ouagadougou, il y avait encore Abidjan. Est-ce que, encore une fois, les capitales ouest-africaines doivent faire davantage attention? Ah oui, il faut faire attention. J'ai eu accès à un rapport, je dirais confidentiel, il y a quelques semaines. On s'est rendu compte que le noyau qui attaquait le Mali, qui attaquait le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, que c'était le même groupe, si vous voulez. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui font ce qu'on appelle la guérilla, la guerre asymétrique, qui sont redoutables parce que ils exploitent toutes nos failles, et donc il faut forcément redoubler de vigilance, à mon avis. La menace est permanente. Le Sénégal est exposé, la Guinée est exposée. Pasqua, qui est un homme politique français, disait à l'époque où il vivait qu'il faut terroriser les terroristes. Il faut parfois utiliser leurs méthodes avec des possibilités d'infiltration de ces groupes djihadistes. Sinon, nous ne pourrons pas nous en sortir. Serge Daniel était avec Babacar Fall dans RFM Matin. Et là, on donne la parole, Antoine, aux rares ressortissants burkinabés que nous avons pu rencontrer devant leur ambassade. Bien évidemment, ils sont abattus et très inquiets. Le reportage de Salimata Aou. L'ambassade du Burkina vide devant la porte un vigile. Téléphone à la main, il prévient le réceptionniste de notre présence. Mais ce dernier nous refuse l'accès. Finalement, c'est Saodougou Boukari qui se présente devant l'ambassade pour des papiers. Il n'en revient toujours pas. On a appris la nouvelle, c'est triste. Bon, pas bien, c'est pas bien. C'est là, on n'accuse personne. Vraiment, faut que Dieu nous aide. Il n'y a que Dieu qui peut nous épargner. Nul est à l'abri de ce qui arrive. Ça arrive en Europe, ça arrive en Afrique, ça arrive en Asie, partout dans le monde. À l'école inter-État des vétérinaires, la majeure partie des étudiants sont déjà partis en vacances. Du porte-à-porte pour tenter de trouver des ressortissants burkinabés. Trouvé en train de dormir, ce burkinabé a appris l'attaque via les réseaux sociaux. Il est toujours sous le choc. C'est un peu déplorable. Je ne sais pas encore appeler. C'est sur Facebook. C'est triste. J'ai confiance sur le reste. On se dit ça va aller. Peut-être je vais appeler ce soir comme ça. On se dit que c'est pas ce que la société attend en tout cas. L'attaque terroriste a fait 18 morts. Elle n'a pas encore été revendiquée. Salimata Aou, en janvier 2016, ce même quartier de Ouagadougou avait été la cible du groupe Al-Qaïda. Un hôtel et 2 restaurants avaient été attaqués et 30 personnes avaient été tuées. Au Mali, Sornanata, les consultations en vue des réformes constitutionnelles se poursuivent. Ce week-end, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu les chefs religieux et coutumiers. Ces derniers appellent à l'apaisement et demandent de prolonger la période de réflexion. Daouda Diouf. Au cours de cette rencontre au palais présidentiel, les chefs religieux, les membres des familles fondatrices de Bamako et les chefs traditionnels ont souhaité une suspension de l'organisation du référendum au Mali. Selon le porte-parole du jour des invités, Draman Niaré, le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta doit revoir son choix d'organiser un référendum. Pour eux, ils ne demandent au président de la République d'annuler le référendum, mais de le surseoir, parce que c'est lui seul responsable qui peut annuler. Eux, ils ne décident de rien, c'est juste une proposition. Mais la décision finale appartient au chef de l'État qui en a le droit. Au Mali, les rencontres avec le chef de l'État malien se poursuivent avec aussi certaines personnalités. Et cela au cours de cette semaine. C'est au moment où les partisans du non au référendum durcissent le ton de plus en plus. Ils prévoient de nouvelles manifestations à Bamako. Du côté du camp de Wey, on s'organise également, ce qui fait que du côté des deux camps, le ton monte toujours.
Au Kenya, le calme est revenu après une semaine de vives tensions. La vie reprend son cours normal à Nairobi, par exemple. L'opposant Raila Odinga avait appelé la population à rester chez elle pour protester contre les résultats du scrutin présidentiel. Le calme est également revenu dans les quartiers, fiefs de l'opposition qui avaient concentré l'essentiel des affrontements entre manifestants et policiers. Raila Odinga ajoute qu'il va présenter des preuves de fraude électorale demain mardi. Centrafrique, le président Touadéra avertit aucune pitié pour les auteurs de crimes. La justice sera implacable, a dit Faustin Archange Touadéra. Il avertit ainsi les groupes armés qui se livrent à une guerre sans merci depuis des mois déjà. Une cour pénale spéciale qui doit instruire et juger les multiples crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2003 devrait commencer son travail d'enquête en octobre 2017. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la récurrence des attaques terroristes dans la sous-région ouest-africaine. Le prétexte, c'est l'attaque de Ouagadougou hier. Nous allons en parler dans quelques minutes. RFM Sport. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. Le basket avec Han Dalmeda qui est incertain pour l'Afro-Basket 2017. Il s'agit du meneur de l'équipe nationale du Sénégal arrivé dans la tanière blessé à la cheville. Selon le sélectionneur national, il y a des incertitudes quant à sa participation à cette compétition prévue le mois prochain. Porfirio Fisac est en conférence de presse depuis 11h. Nous avons notre reporter sur place en ligne, Anna Rocha. Bonjour. Bonjour Malal, bonjour à tous. Que peut-on retenir de cette conférence de presse? Malal, 15 joueurs présélectionnés pour l'Afro-Basket se sont entraînés jusqu'à 11h30 sur le parquet du stadium Marius Ndiaye. Le meneur Khan Dalmeda était bien sur le parquet lui aussi, mais aux soins plutôt du préparateur physique de l'équipe nationale. D'ailleurs, le coach Porfirio Fisac a avoué que sa récupération était très compliquée. Il y a peu de chances, vous l'avez dit tout à l'heure, que Khan Dalmeda participe à cet Afro-Basket, mais le coach veut le garder au sein du groupe jusqu'au dernier moment. Eh bien, si ça ne va pas, le sélectionneur national dit avoir les idées très claires pour son remplacement. L'absent le plus présent, Gorgui Sidien, la fédération y travaille, le nécessaire administratif est fait pour résoudre ce problème d'assurance pour que la NBA libère le joueur sénégalais le plus rapidement possible. Interrogé sur ses ambitions, Malal, pour cette compétition, Porfirio Fisac dit: Nunca juego para perder, je ne joue pas pour perdre, il faudra gagner chaque match pour atteindre d'abord le second tour, ensuite courir derrière le maximum possible, selon Porfirio Fisac. Il a constaté en tout cas une bonne cohésion de groupe et beaucoup de motivation. Le groupe, pour terminer, Malal, s'envole demain mardi pour l'Espagne pour continuer donc la préparation qui a débuté depuis 4 jours. Le 18 août, match prévu contre la sélection espagnole à Melilla. La dernière étape de ce stage de préparation se fera ici même à Dakar avec un groupe plus restreint cette fois-ci de 12 ou 13 joueurs, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le coach veut préserver donc Khan Dalmeda jusqu'à la fin. Merci Anna Rocha. Le basket, c'est également la remise du drapeau national cet après-midi aux Lions du Sénégal qui vont aller défendre leur titre de champion d'Afrique à Bamako. Premier match de l'équipe nationale du Sénégal vendredi prochain à 8h30 le matin. Le Sénégal joue contre l'équipe de la Guinée. La cérémonie de remise de drapeau est prévue à 16h au ministère des Sports. Délocalisation des finales du championnat, Baba Tanya n'approuve pas. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de basket estime que ce n'est pas un choix judicieux que de déplacer les deux finales à Thiès sans communication, sans motivation aucune pour les équipes finalistes, mais également pour les supporters. Baba Tanya s'est confié à RFM ce matin.
de plus en plus, moi j'ai des pincements de cœur parce qu'aujourd'hui, dire que le basket se porte très bien, moi je pense que c'est ne pas voir ce qui s'est passé à Thiès, une finale de championnat national qui se joue devant moins de 150 spectateurs, pas d'autorité. Heureusement que ont pu accrocher à la dernière minute. Je pense que quelque part le basket, le respect que les avaient du basket est en train de s'effriter. Le basket est en train de prendre une tournure. On mise tout sur l'équipe nationale, qui est une bonne chose, c'est vrai. Une reconquête depuis des garçons qui est souhaitée et recherchée. Mais je pense que derrière tout ça, le malaise du basket est en train de s'agrandir. On ne sait pas où on va se battre. Je ne comprends pas une grande finale comme celle-là, même si pour des besoins de travaux, ça a été délocalisé à Thiès. Il y aurait pu avoir au moins plus de mobilisation et ce n'est pas le cas. Moi, je ne peux pas comprendre que deux grandes équipes Paris puissent recevoir comme prime à la fin du match. Je ne sais pas pour le du basket club, mais Ville de Dakar a reçu 5 000 francs par joueur, je crois, sur les 12 ou 13 membres, sur les 15 de l'équipe, les encadreurs, les médecins n'en font même pas. Donc, quelque part, je pense qu'on est en train de faire regretter le basket en termes même de respect et en termes même d'engouement. Le football maintenant, Augustin Senghor, qui vient d'être réélu à la tête de la FSF, est invité à trouver plus de moyens pour le foot national. Pour son 3e et dernier mandat, c'est ce qu'attendent les présidents de clubs de leurs présidents de fédération. Plus de moyens pour le football, plus de moyens pour toutes les équipes de la Ligue 1 jusqu'en national. C'est ce que demande le président Serigne Saliou Samb. Il est le président du Stade de Mbour et par ailleurs directeur de campagne du candidat malheureux Mbaye Diouf Dia, battu au deuxième tour par maître Augustin Senghor. Serigne Saliou Samb que nous écoutons. Je trouve qu'il doit maintenant prendre ses responsabilités. Moi, c'est ce que je lui dis après le vote. Je l'ai encouragé. Je lui dis que maintenant, nous avons espoir parce que nous sommes fatigués. Nous voulons que notre sport bouge. Et il faut qu'il secoue le cocotier. C'est important. C'est comme je dis toujours, c'est un mammouth qui est là, notre sport qui n'avance pas. Et c'est toujours les mêmes choses, les mêmes problèmes qui reviennent. Et maintenant, je pense que même lui, dans sa ligne de mire, il doit se dire que c'est ma dernière ligne droite. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, qu'il nous sorte de ces problèmes de moyens, d'organisation, ces problèmes de disette, quoi. Nous avons besoin que notre football soit à la hauteur de vraiment à la renommée de notre pays. Et voilà, c'est important. Maintenant, ce que je déplore par contre, les irrégularités qu'on a vues, qu'on a pu observer, ça c'est dommage. On n'en a pas besoin. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on dépasse ce stade-là. Et puis, féliciter le président Mbaye Diouf qui a quand même fait une campagne honorable. Je pense que c'est un commencement, le commencement d'une autre ère. Nous avons dit aussi au président Senghor qu'on va l'accompagner. Et s'il a besoin de nous, on est à ses côtés. Et il faudrait que la jeunesse comme nous qui sommes là avec une autre façon de voir les choses, avec une envie de réussir des choses, il n'a qu'à s'appuyer sur nous, quoi, et puis changer un peu son entourage, qui l'endort et puis qui le ramène dans des vicissitudes qui plombent notre football, quoi, voilà. Pour finir, Antoine, l'Association nationale de la presse sportive se prépare pour accompagner les journalistes qui seront envoyés à Bamako pour l'Afro-Basket. Déjà, une caravane a été initiée. Nous avons rencontré ce matin le président de l'ANPS qui était l'invité de RFM Matin, Abdoulaye Thiam, qui revient sur ce qui sera fait pour cet Afro-Basket. D'abord, trouver un bon local devant abriter l'ensemble des journalistes sénégalais qui vont se déplacer. L'autre chose aussi, nous avons trouvé un accord de partenariat avec la Société nationale Dakar Demdik qui a décidé de mettre à la disposition de l'Association nationale de la presse sportive un bus climatisé de plus d'une quarantaine de places. Et reste maintenant aux rédactions de décider s'ils veulent faire passer les journalistes par la voie terrestre. Mais nous avons décidé de mettre tout simplement un prix forfaitaire de 30 000 francs par journaliste mobilisé pour le transport en aller et retour. Et cet après-midi, nous avons prévu aussi une rencontre entre le ministre des Sports et au sortir de cette audience-là, nous saurons effectivement peut-être quels sont les moyens dont nous aurons à notre disposition, dans quelles conditions nous pourrons accompagner les journalistes. Encore une fois, je tiens à le préciser, l'Association nationale de la presse sportive ne va pas supplanter les organes de presse. Ce sont les organes qui doivent mettre leurs reporters dans des conditions de performance. Nous, on vient en appoint. Antoine, pour finir, le CHAN 2018, le Sénégal joue demain à 17h contre la Guinée. C'est le dernier tour des qualificatifs. Le Sénégal, donc, qui reçoit l'équipe de la Guinée. Ce sera au stade Alassane Djigo. Coup d'envoi 17h à Pékin. Et tu viendras en appoint pour que je retrouve ma voix. Inch'Allah. Merci, Malal Junior Diagne. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Dethié Diop. Ils ont remis ça.
les terroristes ont encore frappé Ouagadougou. Là se fait l'écho de la fusillade meurtrière qui a éclaté hier soir sur l'avenue Kwame Nkrumah, là où se trouve le café Cappuccino qui avait été la cible d'une attaque terroriste en janvier 2016. Nouvelle attaque à Ouagadougou hier soir, fait savoir Vox Populi. Selon l'AS, des témoins ont affirmé avoir vu 3 hommes débarquer d'un véhicule et commencer à tirer sur les clients du café-restaurant Istanbul. Bilan provisoire annoncé par le ministre de la Communication, 17 personnes tuées. Le crash de l'avion de Sénégal Air le 5 septembre 2015 avait fait 7 morts. Ce matin, l'Observateur livre les détails de l'enquête technique du Bureau d'enquête et d'analyse. Enquête technique dont les conclusions ont été transmises aux autorités le 10 août dernier. Selon l'Obs, l'enquête technique a révélé que le copilote ne remplissait pas les conditions préalables pour conduire sous l'immatriculation sénégalaise. Autre impair souligné, l'avion surexploité n'était pas entretenu régulièrement malgré plusieurs recommandations. Son altimètre défectueux serait la cause principale de l'abordage avec l'avion de la compagnie aérienne Seiba. Autant de légèreté qui, selon l'Observateur, accable Sénégal Air. Sénégal Air à ne pas confondre avec Air Sénégal SA. Cette nouvelle compagnie n'a pas encore pris son envol mais commence à faire débat. Les Échos fait état d'un changement de cap et de commandement à Air Sénégal SA. Mamadou Lamine Sow, directeur général de la boîte depuis plus d'1 an, a été relevé de ses fonctions jeudi dernier lors d'une réunion du conseil d'administration. Il est remplacé par le français Philippe Bonne, ancien vice-président d'Airbus. Le nouveau directeur général de Air Sénégal SA a été cité dans le financement de la campagne de Sarkozy en 2007. Selon les Échos, un mystère plane autour de son salaire. Les conséquences de sa nomination à la tête de la compagnie, l'ex-directeur général devient PCA. Thierno Niane, président du conseil d'administration de Air Sénégal SA, a été éjecté. Un jeu donc de chaises musicales à Air Sénégal SA. À la SAR, la société africaine de raffinage, on parle d'un scandale et Libération révèle que ce sont 15 millions de dollars qui sont en cause et un résultat net de 7 millions CFA pour un chiffre d'affaires de 400 milliards. 5 cargaisons de brut allouées sans le moindre appel d'offres à un fournisseur qui règne sur tout. Les commissaires aux comptes épinglent le contrat de fourniture de gaz et ses bizarreries. Khadimba, Samuel Sarr, manœuvre des barons, les dessous du deal de Locafrique Saoudi Bin Laden. Total, ça regroupe une transaction en catimini. Pour Libération, l'entrée en scène de Khadimba de Locafrique Holding, qui a racheté les parts de Saoudi Bin Laden Group détenues dans le capital de la SAR, n'est que la face visible de l'iceberg. D'ailleurs, le sujet intéresse Direct Info. Le journal se pose la question de savoir qui est derrière Khadimba, en passe de détenir 51% du capital de la SAR. Le quotidien, lui, braque ses projecteurs sur Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, controversé selon mon confrère, qui utilise ses initiales dans sa titraille du jour. ADD, Abdoulaye déroule et divise. L'opposition ne veut pas de lui, du fait de sa neutralité qui fait débat. Et les récentes élections législatives et les couacs notés lui compliquent la tâche. Selon le quotidien, son management en a pris un sacré coup et des reproches proviennent même de son propre camp, au point que le journal se demande s'il fera partie du prochain gouvernement. En sport, l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football, principal sujet à la une des journaux. Maître Augustin Senghor, réélu à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Enquête raconte les coulisses d'un triomphe. Vox Populi parle d'une lourde ambiance pour une AG marathon de 24 heures. Au final, le président sortant est sorti vainqueur au second tour en battant Mbaye Diouf Dia de plus de 100 voix selon l'Observateur. Vox Populi précise que c'est avec 109 voix d'avance sur son challenger. Selon le quotidien national Le Soleil, Maître Augustin Senghor rempile pour un 3e mandat. Conclusion, le journal Le Quotidien indique que Augustin reste le maître. Pour l'Observateur, Augustin reste le maître du jeu. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la récurrence des attaques terroristes dans la sous-région ouest africaine. On en parle tout de suite. Nous avons en ligne 2 intervenants. Moustapha Cisselo, député et président du Parlement de la CEDEAO. Bonjour, honorable. Bonjour. Il y a également le professeur Bakary Sam, directeur de Tombouctou Institute. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, Moustapha Cisselo, quel commentaire faites-vous sur cette série d'attaques terroristes dans certains pays de la sous-région ouest africaine?
Merci. Je me plie sur la mémoire de ces braves personnes qui sont tombées sur le champ d'honneur parce que j'espère que ces gens n'ont rien fait. Aujourd'hui, ils sont victimes d'attaques terroristes. Et ça se perpétue tous les jours, aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Et la responsabilité des États est engagée parce que nous avons, nous, l'obligation de décrier ce qui se passe en tant que parlementaires, mais nous sommes des forces de proposition. Et au niveau de la CEDEAO, nous avons estimé qu'il faut aller au-delà de ces forces d'attente ou des forces d'interposition. Nous devons avoir une armée sereine au profit et au bénéfice des populations. Oui, depuis longtemps on en parle, mais rien de concret sur ce plan. Oui, c'est la vérité. Donc, il faut donner beaucoup plus de pouvoir à nos entités sous-régionales ou régionales, c'est-à-dire la CEDEAO, l'UEMOA, et il faudrait que ceux qui nous gouvernent parlent d'une même voix en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, il faut trouver les moyens de pouvoir mettre en place une armée dynamique pour protéger les populations. C'est ça. Parce que nous pensons que nous devons aller au-delà des clivages politiques ou bien des simples déclarations. Des simples déclarations et aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les terroristes n'attendent pas. Ils n'attendent pas. Ils s'organisent et à chaque fois, ils frappent et ils frappent fort. Donc, très bien. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous organiser pour apporter des réponses appropriées. Très bien, donc, je vous retrouve dans quelques instants. Je vous retrouve dans quelques instants, honorable. Alors, professeur, la récurrence des attaques terroristes dans notre sous-région renseigne-t-elle sur l'ampleur et la gravité de la situation? Oui, comme je l'avais dit, suite aux attentats de Ouagadougou en 2015, j'avais signalé que les attaques de Ouagadougou avaient signé la fin des exceptions en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'avant, la question qu'on se posait, c'était de dire dans tel ou autre pays, est-ce qu'il y a assez d'éléments radicalisés qui pouvaient passer à l'acte? Maintenant, les critères d'évaluation de la menace ont complètement changé. Car, comme je le dis, avec le développement des ventres mous, tels que la question des frontières maliennes, qui ne sont plus un problème seulement pour le Mali, mais un problème pour tous ses voisins. Donc, il faudrait que nos instances, comme la CEDEAO, le G5 Sahel et d'autres, prennent en charge cette mutation sur les critères d'évaluation de la menace. Ça, c'est un. D'ailleurs, la CEDEAO a réagi. Ils ont renforcé ce qu'on appelle l'alerte précoce, qui existait avant sur d'autres types de conflits, mais maintenant qui touchent le terrorisme et qui s'active là-dessus. Mais la question centrale qui se pose, et qu'on se posera encore, à mon avis, c'est la question de la coordination. Dans la sous-région, nous avons la CEDEAO, nous avons le G5 Sahel, nous avions toutes ces réunions sur le pays du champ, etc. Comment nos pays arriveront à se concerter dans une forme de régionalisation des stratégies pour faire face à cette menace qu'aucun pays ne peut vaincre tout seul. Alors, vu tout ce qui se passe dans ces pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, sommes-nous exposés, nous autres Sénégalais? Il n'y a aucun pays au monde qui peut se dire être à l'abri d'une telle menace. Les puissances les plus dotées militairement et sur le plan sécuritaire que nous, telles que les États-Unis et la France. D'ailleurs, la France, en termes d'attentats, en a plus que pas mal de pays du Sahel. Donc, pour dire qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une internationalisation de la menace et nous sommes devenus une communauté internationale qui est vulnérable. Donc, aucun pays au monde ne peut se prévaloir d'être un sanctuaire ou en tout cas un pays protégé contre le djihadisme. Les djihadistes agissent de plus en plus de manière transnationale, ignorent complètement les frontières. Nos systèmes de défense classiques se trouvent un peu désuets par rapport
aux nouvelles stratégies, parce qu'avant, c'était des ennemis qu'on pourrait identifier, avec un front, dans une guerre à l'issue de laquelle il y aurait un vainqueur et un vaincu. Oui. Aujourd'hui, l'ennemi est diffus, parfois invisible, et parfois déjà même à l'intérieur. Je vous retrouve tout à l'heure, professeur. Alors, Moustapha Cissé Lo, vous avez parlé d'une armée de la CEDEAO qu'on devrait mettre en place. Oui, parce que vous êtes justement le président du Parlement de la CEDEAO. Et l'Union africaine dans tout cela, quel rôle devrait-il jouer pour aider les pays africains à faire face à cette lancinante question du terrorisme? Je pense bien que le professeur a tout dit, parce qu'il faut le prendre au mot, et il a analysé la situation et il a donné des propositions pertinentes. Aujourd'hui, la CEDEAO est plus organisée que l'Union africaine, il faut le noter. Donc, en tout cas, c'est l'une des organisations sous-régionales les plus dynamiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter? Il faudrait noter que nous, en tant que CEDEAO, 15 États, nous devons commencer à nous protéger, à prendre des dispositions. Que tout commence par les sous-ensembles. Voilà, qui répondent aux attentes des populations. Parce que nous sommes menacés, comme il l'a dit. Nul n'est à l'abri de ces attaques terroristes au monde. Les plus grandes puissances qui sont dotées de moyens extraordinaires de se défendre sont attaquées. Donc les terroristes sont en train de mettre leur stratégie en orbite et ils frappent partout, ils commettent des forfaits. Donc nous, en tant qu'État organisé, en tant qu'organisation sous-régionale, nous devons nous organiser pour pouvoir faire face à ces attaques terroristes. Parce que les populations n'attendent que cela. Donc il faut que les États trouvent les moyens de pouvoir protéger les citoyens pour que les citoyens puissent circuler librement, puissent s'établir dans cette zone et vraiment faire leur boulot. Je pense qu'il s'agit de cela. Merci Moustapha Cissé Lo, député président du Parlement de la CEDEAO. Professeur Bakary Sam, on termine avec vous. J'ai entendu des interrogations du genre « Pourquoi le Burkina Faso? Que cherche-t-il là-bas » Question banale ou bien question fondée? Question très fondée. En effet, les groupes djihadistes, dans la logique de la concurrence, veulent faire du terrain burkinabé une zone d'expérimentation d'un djihadisme sahélien transnational. Il faut rappeler que pas moins de 6 entités terroristes sont aujourd'hui actives sur le territoire du Burkina Faso. AQMI, Ansardine, Front de libération du Massina, l'État islamique au Grand Sahara, Ansar Islam de Malam Bourey Madiko, qu'on disait mort. Et aujourd'hui, le Burkina est en train de faire face sur toutes ses frontières. Déjà, il y a l'opération Seno, qui est menée par les forces maliennes dans le nord-est, l'opération Tapoa à l'est, l'opération Séguéré au nord, et avec les forces togolaises dans le centre-est. Donc un pays aujourd'hui que les djihadistes attaquent à dessein. Parce que vous savez qu'à partir de là, on n'est pas loin du nord Silaberi dans le Niger avec la région de Kazalip où ils ont frappé récemment. On n'est pas loin non plus d'autres pays qui sont encore assez éloignés du théâtre des opérations mais qui ne sont pas du tout épargnés. Comme je le disais tout à l'heure, la menace est globale et régionale. Il faut des stratégies régionales et des stratégies interrégionales. Parce que je rappelle cela, j'en profite avec monsieur Cissé Lo. Je crois que la CEDEAO devrait même penser à des stratégies interrégionales. Parce que pour combattre Boko Haram, certes, on a besoin du Nigeria, on a besoin du Niger, mais on a besoin du Cameroun et du Tchad qui font partie de la FEAC. Donc il faut que l'Union africaine s'active de plus en plus dans le cadre de la stratégie qui est là sur l'architecture africaine de paix et de sécurité, qu'on élargisse les thématiques sur lesquelles on travaille et qu'on prenne en charge et qu'on mette véritablement en main la question du terrorisme qui est une question lancinante sur tout le continent. En tout cas, je vous remercie. Professeur Bakary Sam, directeur de Tombouctou Institute, c'est fini pour Point de vue aujourd'hui. Quelques infos météo avant de vous quitter. Une situation plus ou moins favorable à des possibilités de pluie va prévaloir sur la quasi-totalité du territoire où le ciel restera partiellement nuageux à nuageux par endroits au courant de la journée. La chaleur sera ressentie sur les localités nord et nord-est du pays où les maxi diurnes vont tourner autour de 39 degrés. Ailleurs, les températures diurnes vont varier entre 31 degrés sur le littoral
et 34 à 36 au centre et sud du pays. Les visibilités seront généralement bonnes. C'est la fin de cette édition, je vous rappelle les titres. 3 ans après la mort de l'étudiant Bassirou Faye, sa famille réclame le versement des dommages et intérêts octroyés par la justice. Sécurité renforcée à la Somone, zone touristique du département de Mbour. Les attaques terroristes au Burkina Faso ont poussé la gendarmerie nationale à renforcer son dispositif sécuritaire. À Saint-Louis, où l'on s'apprête à célébrer la fête du 15 août, les forces de sécurité sont en alerte. D'un autre côté, les hôtels de la vieille ville n'ont pas affiché le plein. Situation difficile pour les maîtres et professeurs contractuels. Ils n'ont pas perçu encore leur salaire du mois dernier. Le CELS authentique alerte et demande la revalorisation de l'avance Tabaski. Et puis, élection législative du 30 juillet dernier, les résultats officiels attendus cet après-midi à 16h. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Abdoulaye Didi Diop. Réalisation El Haj Daouda Diouf, Pape Oumar Diaw était à la régie. À 13h, la grande édition sera présentée par El Haj Hassan Gueye, la grande édition en Wolof. Excellent après-midi à toutes et à tous.